2016, en compagnie des associations qui travaillent sur la vape en France. L'EDUS, SOVAP, FIVAP et la vape du cœur. Les dernières réglementations qui sont sorties, qui sont encore en train de sortir, amènent de nombreuses questions au niveau des professionnels, au niveau des consommateurs, au niveau des scientifiques, des médecins. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de réunir toutes ces associations qui travaillent sur la vape en France, de poser les questions pour savoir finalement, assez simplement, qui fait quoi, quelles sont les intentions, quels sont les enjeux aujourd'hui et demain sur la problématique de la vape. Donc, je vais demander à chacun des intervenants de faire un petit pitch rapide de qui vous êtes et de l'association avec laquelle vous travaillez, pour simplement situer, et puis ensuite on engagera la discussion ensemble pour savoir effectivement quels sont les enjeux et quelles sont les problématiques qui sont à traiter aujourd'hui et très rapidement et sur lesquelles vous travaillez en ce moment. Donc Michael Amoudi, FIVAP. Oui, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Michael Amoudi, moi je suis dans la cigarette électronique depuis 2008, vaporisateur personnel, j'aurais tendance à préférer. J'ai été d'abord consommateur avant de devenir professionnel. Et donc on a cofondé la FIVAP, qui est la Fédération interprofessionnelle de la vape, qui était avant le CAS et qui est aujourd'hui une association qui réunit plus de 326 membres, entreprises très importantes à travers l'Europe et en France. Et nos actions aujourd'hui sont d'améliorer tout simplement les conditions de la profession et de faire surtout une profession responsable. Brice Lepoutre, président de l'EDUS. Donc bonjour, donc moi Brice Lepoutre, je vape depuis 2008, on s'est connus en même temps. Je suis responsable de Forum e-cigarette et président de l'AIDUS, donc l'association de défense des consommateurs de cigarettes électroniques depuis 4 ans. Association qui a été créée en 2013. 4 ans, c'est dur de bon matin là, de faire des calculs mentaux comme ça, 2016, moi. 4 ans. Julien Levaillant, vice-président de la vape du cœur. Bon ben voilà, effectivement, donc enchanté, bonjour tout le monde. Je suis le vice-président de la Vape du Cœur, une association qui a commencé en fait sur Facebook sous la forme d'un mouvement qui a été fédéré par Hicham Abdel, qui était à ce moment-là le président d'un groupe Facebook. Très rapidement, les professionnels ont saisi l'opportunité de notre action et s'y sont greffés, ont commencé à nous faire pas mal de donations, ce qui nous a obligés finalement à légitimer le mouvement et à le transformer en association que je ne dise pas de bêtises, ça devait être en 2015, voilà, le mouvement ayant été créé en décembre 2014. Et puis depuis, le mouvement a bien progressé. On commençait par aider les particuliers à travers nos différents systèmes d'action, c'est-à-dire essentiellement les groupes Facebook et aussi accessoirement un petit peu les réseaux alternatifs tels que Twitter et Google+. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a commencé à séduire de plus en plus de médecins. Aujourd'hui, on travaille avec des CARUD, des cliniques, des hôpitaux. On va au plus près des médecins pour leur expliquer comment fonctionne le vaporisateur personnel. Et surtout, on essaye de conduire petit à petit le vaporisateur personnel dans un concept de réduction du risque auprès de ces personnes-là, en aidant effectivement leurs patients les plus défavorisés au niveau financier. Merci Julien. Et donc Nathalie Dunant, tu es secrétaire générale de SOVAP. Alors bonjour, donc Nathalie, moi je vapote depuis 2012, donc je suis un peu pas aussi une jeune vapoteuse comparée à mes côtes. On a créé SOVAP dans la dynamique du sommet de la vape, qui avait été organisé notamment par Jacques Lewezek. Et en fait, toute notre action va se focaliser dans la continuité et la dynamique de ce mouvement qui veut en fait faire dialoguer tous les intervenants, les professionnels de santé, les politiques, les associatifs et aussi beaucoup les associations de réduction des risques, puisqu'on s'inscrit aussi dans cette optique. Merci Nathalie. Donc ce concept de réduction des risques, justement, on est sur
défense de la vape qui explique que justement c'est moins dangereux que le tabac. Et on a aujourd'hui une problématique de loi qui est sortie avec une interdiction de publicité, une interdiction de propagande. Et là, j'ai envie de poser la question à Julien tout de suite. La vape du cœur, vous travaillez avec des services de santé, avec des foyers, avec des gens qui sont tout simplement amenés à recommander, à proposer du matériel qui vous est offert gratuitement par les fabricants. Est-ce que vous avez le droit d'exister tout court aujourd'hui ? C'est un petit peu la problématique du moment finalement. La loi de santé remet en cause un petit peu l'existence de notre association pour la bonne et simple raison qu'il y a 2 points qui seraient potentiellement attaquables, même si l'un l'est peut-être un petit peu moins que l'autre. Le mécénat, bien évidemment, puisque le mécénat est censé être interdit. Alors bien évidemment, nous, on n'est pas des personnes mineures, on est une association, donc sous cette forme-là, le mécénat, on le craint un petit peu moins. Par contre, là où effectivement c'est plus compliqué pour nous, c'est toute la partie propagande indirecte en particulier, puisque les matériels qui nous sont fournis sont estampillés de marque. Et on redistribue sans repackager finalement le matériel. Donc concrètement, on pourrait être effectivement accusé de faire de la propagande indirecte finalement pour les produits qu'on distribue. Pour le moment, c'est très compliqué pour nous puisqu'on reste quand même tous des particuliers. On n'a pas vraiment de connaissances juridiques en la matière pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et c'est un petit peu la problématique du moment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve les points sur lesquels on est réellement contrevenant et pouvoir agir dessus. Alors après, bien évidemment, certains fabricants se sont déjà proposés pour nous faire, par exemple, pour tout ce qui est liquide, nous faire des flacons estampillés la Vape du Cœur pour éviter de distribuer de la marque. Donc on trouvera des solutions si solutions doivent être trouvées. Mais c'est vrai que pour le moment, on a plus de questions que de réponses vis-à-vis de ça. Et pour nous, c'est un petit peu compliqué en ce moment, effectivement, par rapport à toute cette législation. Vous passez du temps, en définitive, à vous occuper d'une problématique qui n'est pas je dirais le cœur de métier de la Vape du Cœur, c'est-à-dire d'aider les gens. Clairement, c'était pas notre rôle premier d'ailleurs que de défendre la vape. Nous, ce qu'on voulait, c'était apporter une solution pérenne à des personnes qui ont de plus en plus de mal à trouver des substituts nicotiniques, des outils de sevrage pour le tabac. Et cet outil de réduction du risque que nous, on amenait de manière complètement gratuite était tout à fait bienvenu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe malheureusement un peu trop d'énergie à essayer de trouver des solutions sur des lois qui sont très freinantes pour nous, finalement. On préférerait pouvoir consacrer notre énergie à autre chose. Alors, bien évidemment, on ne consacre pas toute notre énergie, effectivement, à rechercher des solutions. Notre rôle premier reste d'aider les gens, quoi qu'il arrive. Donc, bien évidemment, on agit d'abord dans ce sens-là. Mais il est vrai que si on pouvait trouver des solutions rapides par rapport à ces problèmes législatifs, ce serait quand même beaucoup mieux pour notre action finalement. Brice, au niveau de l'EDUS, j'ai entendu aussi souvent ce discours-là, de dire qu'au lieu de se battre contre des lois un petit peu ubuesques, il y aurait beaucoup mieux à faire au niveau des énergies de l'EDUS. Ouais, c'est clair que ça use, ça prend du temps, c'est difficile parce que c'est quelque chose où nous, citoyens en général, vapoteurs, passionnés, on n'est pas habitués, on n'est pas des lobbyistes qui passons nos journées à savoir comment fonctionnent les rouages et les arcanes des ministères et des différentes entités, de comment ça se contourne une loi, comment on fait passer, etc. Donc c'est assez usant, c'est assez fatigant, on pourrait mettre notre énergie ailleurs, comme par exemple depuis le démarrage, on avait fait le choix avec Aidus, du fait de si on arrivait à mettre le monde médical de notre côté, on aurait plus de chances après de faire entendre notre voix sur le plan européen ou français. Aujourd'hui, ce temps manque parce qu'il faut passer du temps pour essayer de voir comment on va pouvoir contrecarrer les lois. Et du coup, on n'a plus le temps. Heureusement, maintenant, les médecins sont quand même bien convaincus des bénéfices de la vape dans la réduction des risques et dans la lutte contre le tabagisme. Et en plus, on rentre dans quelque chose d'assez compliqué, comme disait Julien, c'est maintenant qu'il y a une loi, enfin on va pouvoir passer aux choses sérieuses, parce que c'est vrai que tant qu'on est dans le monde aveugle, c'est assez difficile de pouvoir savoir ce qu'on va faire, et une loi se contourne, se casse par des procès. Et par exemple, quelque part, quand tu parlais, je me disais, c'est vrai que quelque part, pour la promotion indirecte, c'est une honte, les bâtons dans les roues que vous avez. Un jour ou l'autre, il y a bien quelqu'un qui va se retourner contre vous, ça va vous user, ça va être pénible, mais c'est le genre de choses qui vont faire avancer la loi, si on peut dire, la peaufiner, parce qu'un juge ne pourra que donner raison à la Vape du Cœur en disant ce que vous faites,
n'est pas de la promotion indirecte. En effet, il faut casser cette partie de la loi qui vous embête parce que vous ne faites pas de la promotion indirecte pour la cigarette électronique. Vous aidez les gens. Nous, on espère surtout ne pas avoir à en arriver là finalement. On espère C'est surtout que le l'espoir bon de tous. sens, voilà, on espère que le bon sens prendra le dessus et que effectivement l'opportunité soit saisie de légitimer notre mouvement, de légitimer notre action pour que finalement on puisse effectivement se consacrer à des choses beaucoup plus sérieuses. D'ailleurs, nous, on ne peut que remercier les associations telles que SOVAP ou encore EDUS et FIVAP qui nous portent quand même un grand soutien et qui justement, étant au plus près des services législatifs, œuvrent pour nous et parlent pour nous finalement, puisque nous c'est vrai qu'on n'est pas à la table des négociations. C'est là aussi où il y a une difficulté pour nous, c'est que pour le moment on est un tout petit mouvement, on a une toute petite association, et c'est vrai qu'on n'est pas à la table des négociations. Nous on ne peut qu'attendre finalement, et heureusement qu'on peut s'appuyer effectivement sur les autres associations pour nous transporter l'information et nous l'apporter et pouvoir réagir en fonction. Vous avez même été cité à une des dernières réunions ministérielles pour démontrer l'absurdité de l'écriture de cette loi et qu'elle bloquait quelque chose d'utile. Et c'est vrai que ça reste des exemples concrets, oui. Ça reste des exemples concrets qui permettent d'exposer, parce que c'est vrai qu'ils ont un regard assez rigide des choses, assez un regard d'inconnu, on va dire. Ils ne maîtrisent pas le sujet, c'est d'autres personnes qui rédigent pour eux, sous les conseils d'autres personnes, etc. Et la réalité du terrain, la VAP du Cœur, ça ne leur parle pas. Quand ils écrivent leur loi, la VAP du Cœur, ils ne calculent pas qu'ils pénalisent une association qui aide des milliers de personnes. On parle de toutes ces lois qui sont en train de passer, etc. On les a vues venir, finalement. Michael, tu les as très bien vues venir. Aujourd'hui, l'ambiance, c'est quoi? Il y a des discussions, on le sait, il y a des communications autour de ça, mais finalement... alors les lois arrivent, il va se passer ci, il va se passer ça, réglementation sur les produits, réglementation sur les matériels, les liquides, publicité, propagande, il y en a de partout finalement, c'est sur tous les côtés. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie crainte? Est-ce que vous pensez que quelqu'un va vous tomber dessus? Les professionnels, les associations, et comment tu ressens les choses, toi? Est-ce que tu penses qu'une fois que les choses vont être figées au niveau des lois, que ça y est, ça va être la guerre ouverte et que bim, il va y avoir des gens qui vont attaquer et qui sont ces gens qui pourraient attaquer? Alors, moi, ce que je vois depuis le début de l'année, on attendait la date fatidique qui est mai, à savoir la transposition de la réglementation européenne, donc dans le droit français. Depuis cette transposition, lorsqu'elle est tombée, on a eu la chance d'avoir tout simplement SOVAP qui a monté ce fameux sommet de la VAP à Paris. Et ce sommet de la VAP en fait, a permis de débloquer tout simplement un échange qui était pas inexistant, mais où on avait deux parties qui ne se comprenaient pas. Donc grâce à Jacques Le Wezec, que je remercie, on a pu entamer cette discussion avec la Direction générale de la santé. Et en commençant à attaquer cette discussion, on s'est rendu compte en fait, qu'on avait des personnes qui étaient avides de savoir en face, qui devaient aussi faire des transpositions et appliquer des règles, mais que ces règles pouvaient être changées à condition de comprendre pourquoi nous devons les changer. Et s'est installé en fait un échange qui est, j'espère, durable, car la FIVAP est aujourd'hui identifiée par le ministère de la Santé comme un des organismes travaillant avec eux dans la lutte contre le tabac et dans la réduction des risques, ce qui est une chose importante. Et à partir du moment où nous sommes aujourd'hui capables, toute association, de démontrer que scientifiquement ou que comportementalement, la cigarette électronique permet de sauver des vies, en face, les personnes sont réceptives et nous permettent de négocier un peu à la marge les choses qui pourraient nous paraître absurdes dans cette transposition. Donc j'ai envie de dire, selon mon sentiment aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'avoir un espèce de courroux au-dessus de la tête. J'ai surtout un sentiment aujourd'hui d'échange, de discussion saine, d'écoute. On ne pourra pas tout gagner. Il y a des choses forcément qu'on n'aura pas, qu'on ne pourra pas changer. On ne peut pas intervenir sur tout. Nous, on intervient surtout au niveau professionnel. On peut intervenir sur tout ce qui va être notification, sur tout ce qui va être vente, sur tout ce qui va être conditions de prix. Toutes ces choses-là qui pourraient freiner le développement des entreprises en France. On peut aussi intervenir sur des idées de publicité, mais on est des professionnels. S'il n'y a plus de pub, forcément, on ne vend pas. Donc après, je pense que c'est là où la VAP du Cœur, ou SOVAP, ou EDUS sont très importants, parce qu'ils ont beaucoup plus de légitimité à leur niveau que nous, en tant que professionnels, pour pouvoir défendre des arguments qui nous permettraient d'aller plus loin. Alors légitimité, c'est justement le bon mot, c'est presque
étonnant finalement que vous puissiez discuter, parce que finalement c'est du business, etc. Donc aujourd'hui vous avez la porte ouverte effectivement à pouvoir discuter des produits, etc. Quand on est sur la problématique de la publicité, a priori ça va être complètement interdit, la propagande va être complètement interdite. On a beaucoup de mal à définir ce que c'est que ce mot propagande. Là, Nathalie, je vais te passer la parole. Sovap a lancé un recours devant le Conseil d'État avec ce problématique de la propagande, de la publicité, qui sont dans la même phrase. Où on en est aujourd'hui ? Alors nous, on a donc décidé d'attaquer et de demander l'annulation de l'article qui interdit propagande, publicité indirecte et directe. On a sollicité un cabinet d'avocats dont la vocation est de défendre les libertés publiques, qui est très investi sur ce sujet et les libertés fondamentales. Donc on a déposé le recours. On a un premier document préliminaire qui a été publié, qu'on a publié sur notre site, qui conteste fortement ces interdictions, comme quoi elles attaquent la liberté d'expression. Maintenant, on attend le mémoire complet, qui lui va être déposé en référé. Donc ça, c'est imminent. Et après, dans les 15 jours suivants, on aura un jugement sur, en fait, l'urgence de notre demande. Et en fonction de l'urgence, il sera traité plus ou moins rapidement sur le fond. C'est la partie la plus délicate de notre dossier, c'est de démontrer l'urgence. Alors, dans la mesure où ça attaque notre capacité à vivre en tant qu'association, notre existence est attaquée par cette loi, puisque nous, on veut organiser un dialogue, forcément, qui va faire la propagande de la VAP, puisque on va le mettre en avant dans une approche de réduction des risques. Donc ça attaque notre existence. Donc ça fait partie de nos arguments. Après, la propagande, ça va très, très, très loin, parce qu'il n'y a aucune définition juridique de la propagande. Dès qu'on dit vapoter, c'est mieux que fumer, on est en train de faire de la propagande pour les produits du vapotage. Alors, on est dans une situation, après, on peut se dire, mais qui va attaquer ? On peut penser personne. En réalité, on n'en sait rien. Et après, est-ce qu'on doit vivre avec une loi qui est contraire, finalement, à la santé publique ? Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de mener cette action, et on verra dans le mois qui vient, en fait, on saura où on va. Donc il y a le sujet des matériels, le sujet de la liberté d'expression, propagande. Il y a aussi un grand sujet, et je pense que c'est un sujet qui tient vraiment à cœur à l'EDUS, c'est la VAP dans les lieux publics et la VAP sur les lieux de travail. Je pense que ça faisait partie, en termes sur le contenu du recours gracieux qu'a fait l'EDUS là-dessus. Si tu peux nous rappeler un petit peu les grandes lignes de ce recours gracieux et nous dire où ça en est aujourd'hui. Le recours gracieux était une première étape pour montrer une ouverture de dialogue qui semble fonctionner quand même, parce qu'il y a dialogue aujourd'hui, qui justement remontait les différents points qui n'allaient pas dans la loi santé concernant la publicité directe, indirecte. Ça reste aujourd'hui assez flou. On espère que les choses vont s'améliorer. Comme je disais tout à l'heure, au pire, nous, de toute façon, dans notre méthode, dans notre façon de faire, on a décidé de ne pas changer, voire même peut-être on réfléchit à des actions qui nous permettraient d'aller plus loin. Comme disait Nathalie, après, qui va nous attaquer ? Quelque part, c'est la question qui va falloir dont on aura peut-être la réponse prochainement, et à la fois nous attaquer aiderait aussi à faire avancer les choses. Si une association anti-tabac, si quelqu'un décide de nous attaquer parce qu'on fait de la propagande pour la cigarette électronique ou autre, ça permettra, comme je disais tout à l'heure pour Julien, de débloquer la situation autour d'un procès. Et un juge pourra se prononcer et dire cette loi est inapplicable, etc. Donc ce point-là, c'est toujours dans les encours, c'est toujours dans les discussions. Comme disait Mickaël, on sent qu'il y a aujourd'hui un vrai dialogue, et pas un dialogue de sourds ou de quasi-sourds, comme ça pouvait être le cas fut un temps. On sent qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Pour les lieux publics, par exemple, toujours comme tu le rappelais tout à l'heure, les lieux publics, il y a une loi qui n'a pas été validée à ce jour, donc il n'y a aucun décret qui interdise la vape sur le lieu de travail ou la vape dans les lieux publics. Est-ce qu'il y a des nouvelles là-dessus ?
Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Est-ce que c'est rassurant ou pas? Ça devait tomber depuis bien longtemps, normalement. La signature devait être faite assez rapidement. Le fait qu'elle n'ait pas été signée nous rassure aussi un petit peu sur le côté recours gracieux, parce que si elle était signée... alors je me souviens plus des délais, après il faudrait voir avec Claude qui connaît bien toute la partie juridique. Si les décrets étaient signés dans les semaines ou les 15 jours du recours gracieux, ça rendait notre recours gracieux complètement caduc, en plus c'est inexistant. Le fait que c'est toujours pas signé nous laisse penser qu'il y a des bons signes de dialogue pour essayer d'arriver à une solution qui satisfasse tout le monde. Si je peux apporter une précision qui est importante pour connaître le processus en fait, de l'échange et du débat aujourd'hui avec le ministère de la Santé et le gouvernement français, c'est qu'on a avancé en fait, sur chaque sujet. Il faut savoir qu'en France, seuls les produits contenant de la nicotine sont concernés déjà par les notifications. Le matériel n'est pas concerné et la limite des 2 millilitres n'est pas concernée. Avant qu'on avance sur la partie publicité et qu'on avance sur la partie vapotage dans les lieux publics, il a fallu déjà qu'on avance sur ces sujets. Donc on fait les sujets étape par étape. Les décrets tombent, sont appliqués, et ensuite il y a encore d'autres étapes. Et j'imagine, selon ce que tu dis Brice, et vis-à-vis des échanges qu'on a, qu'une fois que les étapes de la partie professionnelle, de la notification, de tout ce qui est matériel, tout ce qui est coût, de tout cet ensemble, une fois que tout ça sera atteint, je pense qu'on va passer justement aux étapes suivantes. Et j'ai confiance. Pour le moment, j'ai confiance en les échanges, et j'ai confiance en ce que pourra faire EIDUS et SOVAP sur cette partie échange avec le ministère. Là, on est quand même sur une ratification qui est imminente et c'est le sujet en fait de rassembler les 4 entités là autour de la table. C'est que autant les professionnels sont effectivement ultra légitimes pour parler des matériels, des liquides, etc. parce que c'est lié tout simplement à la vie des entreprises, au marché. Toi, tu penses, Michael, que demain, une fois que ces aspects très très techniques vont être réglés, que du coup l'EDUS va être convoqué autour de la table pour parler justement plus, je dirais, du droit des vapoteurs, c'est-à-dire la vape dans les lieux publics, la vape au travail. Est-ce que vraiment l'EDUS va être invité autour de la table? Est-ce qu'au niveau de SOVAP, invité autour de la table aussi pour, compte tenu du recours, parler de la publicité? Ou est-ce que tu penses que ça va se passer comme ça? C'est ce que tu es en train de nous dire? Alors c'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite profondément, et c'est ce que la FIVAP en tout cas communique aujourd'hui dans ses échanges. On ne peut pas avoir la réponse à tout, on ne peut pas apporter des études sur l'intégralité du marché de la vape. Chaque association a ses spécificités. Comme on dit un peu dans le métier, c'est chacun son boulot, j'ai envie de dire. Donc non, c'est même vital, j'ai envie de dire. Ce serait dommage quand même de voir une transposition européenne dans un droit français qui soit totalement faite par des professionnels. Enfin, en tout cas, c'est pas ma conception des choses. Et c'est là où c'est bien décrit. Et c'est aussi un point qui gêne, qui les perturbe, on va dire, dans tout cela, c'est que les professionnels, habituellement sur d'autres secteurs, on ne va pas parler de la vape, sont les partenaires des ministères, sont les partenaires à travers leurs services de lobbyistes, tout ça. Et c'est là où on arrive aussi, pour eux, dans un monde étrange et nouveau, on va dire, c'est qu'avec la vape, ce sont des consommateurs qui ont réussi à prendre du poids et qui ont réussi à avoir la légitimité à demander le dialogue, à demander à ce que les choses évoluent. Et il y a très très peu de causes qui ont entraîné ces choses-là. Ce qui fait qu'ils sont un peu dans un monde nouveau, perdu, du moins c'est pas dans les habitudes de fonctionnement des différentes politiques. Il se trouve finalement avec un triptyque en face d'eux qui est totalement inédit, comme tu le dis, c'est-à-dire des professionnels, des consommateurs, et puis des scientifiques, des chercheurs, des médecins, qui ont fait presque leur vie tout seuls, en dehors de toutes les réglementations. Et c'est peut-être ça qui les déstabilise aujourd'hui. Ce qui est plutôt plus déstabilisant, en fait, c'est qu'il n'y a pas de diplôme VAP. Hein. On ne va pas à l'école et genre on arrive en 3e et on dit « Ouais, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est un diplôme VAP. Je veux vendre des cigarettes électroniques, je veux fabriquer des liquides. » C'est quelque chose qui n'existait pas. On vient tous d'horizons différents. C'est le principe du bureau de la FIVAP qui réunit des fabricants, qui réunit des distributeurs, qui réunit des relations consommateurs. C'est toutes ces données-là qui sont importantes. Et en fait, la VAP est sortie d'elle-même. On a été consommateur quand même à la base. Donc c'est un petit peu notre culture. Notre culture à la base est la consommation. Donc même si on est pro, on est utilisateur. Et Julien, justement, au niveau de la vape du cœur, quand vous prenez tous ces contacts avec des services de santé, des hôpitaux, là j'ai lu la liste, c'est assez hétéroclite en fait.
comment vous prennent les gens justement? Est-ce qu'il y a de l'étonnement par rapport à ça, le fait que ce sont des consommateurs qui arrivent et qui disent bah voilà, nous on a quelque chose à expliquer, quelque chose à montrer, on peut vous aider. Par rapport à ces médecins, on sait un petit peu la relation qu'il peut y avoir entre un médecin et le patient, cette confiance ultime, le côté du médecin qui dit voilà, il faut que ça se passe comme ci, comme ça, etc. Comment c'est pris ça au niveau des j'ai envie de dire, en fait, il y a eu 2 étapes en fait dans notre fonctionnement. Il y a eu l'avant sommet de la VAP et il y a eu l'après. C'est-à-dire qu'avant ce sommet de la VAP restait un ovni pour la plupart des médecins qu'on contactait ou qui nous contactaient par l'intermédiaire d'autres associations. Les gens étaient un petit peu frileux, ils étaient à l'écoute, mais ne savaient pas trop où ils allaient. Et puis il y a eu l'après sommet de la VAP, où là les gens traitaient d'un sujet que d'autres traitaient aussi. Et donc automatiquement, ils avaient déjà commencé à échanger entre eux, ils avaient déjà un petit peu plus de connaissances, ils étaient déjà un petit peu plus à l'écoute et ils comprenaient l'intérêt de la cigarette électronique ou du vaporisateur personnel dans le cadre de la réduction du risque. Parce que c'est vrai que c'est assez inédit dans le monde du tabac, finalement, la réduction du risque. On en parle pour le sida, on en parle pour les drogues, mais jusque-là, pour le tabac, c'était tabou, finalement. C'était soit on arrêtait de fumer, soit on était fumeur et on en mourait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, le discours a changé, les gens sont de plus en plus à l'écoute aujourd'hui, et c'est vrai qu'ils ont aussi un petit peu plus de connaissances. Alors, au niveau technique, il y a beaucoup de travail. D'ailleurs, nous, on s'y attelle. On essaye d'organiser régulièrement des réunions avec les médecins, avec différents services, des grosses réunions, de manière à pouvoir justement les former, leur apporter les connaissances techniques. Et ça marche plutôt même bien, puisque les gens sont vraiment très réceptifs, ils sont très à l'écoute. Ils ont même envie, ça vient d'eux, hein, ils le motivent eux-mêmes. Avant, on était souvent obligé de les motiver, de les pousser un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils le font par eux-mêmes, ils organisent eux-mêmes les réunions et on est invité à intervenir pour ça. Et aujourd'hui, le discours a clairement changé. Ils sont très réceptifs. Surtout à une chose, c'est que finalement, malheureusement, aujourd'hui, les produits de sevrage, quels qu'ils soient, que ce soit les patchs, les gommes, tout ça, nécessitent des budgets pour les hôpitaux. Et nous, on arrive avec un produit gracieux, finalement. Donc une véritable opportunité pour eux que d'avoir une solution alternative à tous ces produits déjà existants. Est-ce qu'ils comprennent bien justement que la pratique de la vape n'a rien à voir avec une prise de médicaments? Tout à fait. Aujourd'hui en tout cas. Clairement, aujourd'hui, notre discours aide certainement un petit peu, puisque quand ils arrivent et ils manquent justement de ces connaissances techniques, pour eux, ça reste un outil de sevrage. Et c'est vrai que nous, on est amené effectivement à les former par rapport à ça et leur expliquer que non, c'est pas un outil de sevrage, c'est un mode de consommation alternatif à moindre risque. Et justement, en entendant ce discours-là, ils sont très à l'écoute et ils ont envie de découvrir. Ça force à la découverte pour eux. Donc là, on est sur les gens qui sont sur le terrain, qui côtoient régulièrement les fumeurs. Il y a vraiment une prise de conscience de la souffrance du fumeur. Quand il est fumeur, et peut-être même pire, quand il essaye d'arrêter, toute la difficulté, on sent bien les médecins sur le terrain. Eux le voient bien, puisque de toute façon, ça fait déjà quelques années qu'ils essayent d'aider les gens à arrêter de fumer à travers les moyens existants de sevrage qui sont faits par la pharmacologie. Et ils ont vu les échecs, ils ont vu les retours au tabagisme réguliers. Donc c'est vrai que d'avoir cette solution alternative et surtout d'en voir que la réussite est là, que ça marche, ça les pousse effectivement à aller plus loin et ça leur donne envie effectivement de proposer cette alternative. Alors justement, Nathalie, au niveau de Sovap, comment ça a réagi quand on a vu cet appel d'offres qui est sorti par rapport à l'étude, la grande étude qui va coûter a priori 900 000 €, IC-SMOC, qui n'est pas menée par des médecins de terrain, qui n'est pas menée par des gens qui voient les fumeurs tous les jours, qui est menée par des grands chercheurs, des sommités. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'en a pensé Jacques, etc. sur les conditions a priori que l'on pouvait imaginer, avec un seul taux de nicotine, une seule saveur, du matériel qui n'existe pas? Et puis là, je pense que tout le monde aura quelque chose à dire sur le sujet. Eh bien, on les a alertés. C'est bon là? Ouais. On a alerté les personnes en charge de l'appel d'offres par différents biais pour expliquer tout ça, que ça n'existait pas, que c'était contraire à l'esprit de la vape, que le taux de nicotine était propre à chacun et chacun devait le chercher en fait. Au début, ça fait partie de l'approche par tâtonnement. Les arômes,
eh bien, on voit quand on regarde sur le marché la répartition des arômes, on est loin d'être à 100% du tabac, même au début, ou en tout cas assez rapidement, puisque les gens, c'est un tiers, hein, je crois, à peu près du marché, le tabac. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers des gens qui vont arrêter de fumer avec autre chose que du tabac. Donc, voilà, on craint que cet appel d'offres, cette étude, en fait, soit pipée, dans la mesure où on ne va pas comparer l'effet de la cigarette électronique telle qu'elle fonctionne avec la varenicline, le Champix. Alors justement, clairement, on est tous d'accord sur le fait que l'étude est biaisée. Toi, Brice, qui travaille depuis longtemps sur les sujets, etc., quelles pourraient être les conséquences d'une étude qui sort des résultats qui, aujourd'hui, clairement, risquent vraiment de ne pas correspondre à la réalité? Quelles pourraient être les conséquences? On a déjà eu ce genre d'études, hein, avec l'étude de Granger, l'étude de Bullen. On va se retrouver avec, malheureusement, mis sous la coupole cigarette électronique, quelque chose qui n'est pas cigarette électronique. Et on va dire, cette étude dit que 15% des utilisateurs de cigarettes électroniques arrivent à arrêter de fumer du tabac. Tout ce que va démontrer réellement cette étude, s'il ne change pas le matériel, s'il ne change pas la façon de le proposer tout simplement aux testeurs, on va dire, c'est que ça va nous démontrer que la cigarette électronique fabriquée par l'industrie du tabac, monodosage nicotinique, monoarôme, elle est inefficace. Ça, on le sait déjà tous. Il y a déjà eu 2 études qui l'ont démontré à travers Bullen et Granger. Donc ça va être une étude malheureusement complètement inutile, mais qui va servir de référence. Donc il va falloir se battre pour faire sortir de la tête des bien-pensants l'idée que cette étude est viable. Cette étude, en l'état, n'est pas viable. Est-ce que vous avez été juste contacté par les équipes? Non. Non, on a tenté une approche et pour l'instant sans résultat. Sans résultat. Au niveau de la FIVAP, vous avez réagi par rapport à cet appel d'offres? Est-ce que des professionnels sont venus vers vous simplement pour vous dire on aimerait bien répondre à l'appel d'offres, on trouve ça un petit peu compliqué? En fait, pas vraiment. On a surtout regardé un petit peu le protocole. Je pense qu'on va revenir exactement à ce que disait Nathalie ou à ce que disait Brice. On est à peu près du même avis, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, la chose positive que j'ai vue là-dedans, c'est que ça fait un peu de bruit, ça a bien parlé sur les réseaux sociaux, ça a bien parlé aussi notamment dans les groupes et aussi sur les blogs. Et ça a permis en fait à d'autres professionnels de la santé de se remettre en question et de se dire, à partir du moment où une étude biaisée est en train d'arriver sur le marché, comment pouvons-nous apporter quelque chose de prolifique à la vape et de pérenne et de correct en termes d'études. Et finalement, aujourd'hui, par exemple, grâce à la vape du cœur, il y a justement quelque chose qui est en train de se monter, une étude spécifique qui arrivera peut-être, et tout ça, c'est justement grâce, j'ai envie de dire, à ce type de proposition. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il y aura toujours des choses qui n'iront pas dans le bon sens de la vape, ou en tout cas avec des choses qui soient correctes et largement étudiées, mais ça permet quand même à d'autres personnes, d'autres professionnels de la santé de se poser les bonnes questions. Justement, moi, c'est ce que j'allais dire en fait vis-à-vis de cette étude. Nous, par contre, on a eu beaucoup de retours de médecins qui se posaient la question et qui nous ont posé la question, est-ce que vous pensez que l'étude sera efficace? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce que voilà, ça nous a permis, nous finalement, et c'est eux qui sont venus vers nous, donc c'était encore mieux pour pouvoir le faire, que de passer le message justement, puisque on est autant que la FIVAP, l'EDUS ou encore SOVAP convaincus que cette étude est biaisée et que malheureusement elle n'apportera rien, en tout cas pour la cigarette électronique. Peut-être que c'est très bien pour le Champix, mais en attendant, pour la cigarette électronique, effectivement, c'est absolument pas probant et les protocoles de test ne sont pas du tout pertinents, clairement. Donc justement, ça nous a permis d'en discuter avec eux et de leur expliquer effectivement que malheureusement, nous, en tant que vapoteurs convaincus, on pouvait rien attendre effectivement de cette étude et que clairement les résultats seraient faussés. Tu as la sensation que justement tout le corps médical est vraiment à l'écoute, justement, parce que vous êtes des consommateurs, une association de consommateurs finalement, que votre discours est entendu justement et légitime par rapport à ces choses qui viennent d'en haut et qui sont dictées Nous tout particulièrement finalement, parce que nous on est, comme je le disais en début, en fait nous on n'est pas des défenseurs de la vape, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la promotion de la cigarette électronique tout particulièrement. Nous ce qu'on souhaite simplement c'est d'aider les gens à arrêter de fumer. Et donc forcément avec un discours comme celui-là on est déjà beaucoup plus, enfin les médecins en tout cas sont beaucoup plus à l'écoute que par rapport à certaines associations qui militent pour la défense des droits du vapoteur ou des droits des professionnels. Nous, on arrive avec un discours plutôt neutre, finalement, et donc forcément, ils sont très très à l'écoute de ce type de discours, et ils sont très friands. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous sollicitent tant, finalement. Donc,
au niveau de l'appel d'offres, il y a eu des nouveautés sur la définition des matériels. C'est-à-dire que est-ce que le matériel va... Il y a un nouvel appel d'offres qui est sorti avec du matériel qui existe ou pas du tout? Tu es au courant, toi, Mickaël? Non, j'ai pas aujourd'hui de connaissances spécifiques sur quelque chose de nouveau avec des nouveaux matériels. Non. Ça a été modifié, Nathalie? Peut-être Nathalie, ouais. Ça a été un peu modifié, oui. Donc il y avait des choses qui étaient obligatoires, qui sont devenues facultatives, de sorte à ouvrir un peu l'appel d'offres. Mais l'appel d'offres n'est qu'un pan, c'est-à-dire que la méthodologie, elle reste entière, comparée le Champix à mono-arôme et mono-taux de nicotine. Ça me permet justement de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter chaque association dans le monde de la cigarette électronique. Toute association qui travaille dans une direction, nous les professionnels, les consommateurs, la réduction des risques, la partie scientifique, on a des sujets en fait où on bute dedans, on est à fond dedans et on ne voit pas forcément tout le temps ce qui se passe autour. Donc en fait finalement on est tous complémentaires dans chacun des domaines. C'est l'exemple typique quand tu me poses cette question. Très concrètement, Nathalie, avec on a beaucoup parlé, tout le monde a parlé finalement du sommet de la VAP là, qui a décoincé pas mal de choses. Compte tenu de la réglementation aujourd'hui et si le recours n'aboutit pas, est-ce que le sommet de la VAP va pouvoir se dérouler l'année prochaine? Alors on va se mettre en risque parce qu'on a une mission. Et donc, mais on va se mettre en risque parce qu'il va falloir financer ce sommet de la VAP. On aura probablement recours à une partie de financement participatif qui va supposer de notre part de positionner le vapotage, d'en dire du bien dans le cadre d'une réduction des risques. Et donc on va en faire la propagande. Donc oui, on se met dans un risque. Alors, est-ce qu'on sera attaqué et est-ce qu'on va exiger de nous de 100 000 euros ? À voir, probablement pas, puisque la démarche est quand même soutenue par les autorités de santé qui participent à ce sommet. En tout cas, l'année dernière, ils y ont participé. Et donc c'est là où on est dans une situation totalement ubuesque, où le sommet de la VAP, avec le CNCT, la HCSP, enfin toutes les autorités sanitaires disent qu'il faut encourager les fumeurs à passer à la cigarette électronique complètement. À essayer, ouais. Et en même temps, on n'a pas le droit, eux-mêmes d'ailleurs, sont hors la loi en faisant la propagande de ce produit. Donc on est dans une situation très très compliquée. Et donc oui, le sommet de la VAP, si on était très légaliste, on ne le ferait pas. C'est l'année justement, ça va être l'année justement de toutes les choses comme ça. Il va falloir que tout le monde mouille la chemise, prenne le risque, parce qu'il n'y a qu'en prenant le risque que les choses vont pouvoir avancer. C'est même en sachant qu'on risque un procès, il n'y a que comme ça que les choses avanceront. Julien parlait tout à l'heure, il faisait un parallèle qui est significatif là-dessus. Il parlait du sida. Il faut savoir que le préservatif, par exemple, avait au démarrage la promotion, la publicité directe et indirecte interdite, comme la cigarette électronique. Et c'est en restant debout et en continuant de se battre, en mettant un préservatif géant sur la Concorde, comme ils l'ont fait ou autre, que les choses ont pu bouger. Donc il va falloir continuer de tendre le bâton pour se faire battre, pour justement pouvoir faire avancer les choses. Alors, moi j'ai commencé à vapoter en 2013, à une époque où justement c'était très 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 actif. Est-ce que aujourd'hui les populations, que ce soit les professionnels, les vapoteurs, est-ce que vous ressentez que la motivation est toujours la même, ou est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un fléchissement justement à cause de tous ces coups de boutoir où on gueule depuis des années et puis finalement les choses avancent comme un rouleau compresseur. Comment vous ressentez la population là? Je pose la question vraiment à tous les quatre puisque vous avez des publics un petit peu différents. Mickaël, toi au niveau des professionnels, tu les sens comment? Ils sont motivés, ils sont assommés, ils sont combattants? On a eu un espèce de passage à vide en fait entre 2014 et début 2016 où on avait effectivement la réglementation européenne qui pesait au-dessus et qui n'était toujours pas transposée. C'était un peu le principe de la question professionnelle qui était ouais, faut attaquer cette TPD, faut absolument aller devant les tribunaux, etc. Et ma réponse était souvent la suivante, c'est mais sur quoi? On n'a pas de transposition, il n'y a rien pour le moment. Donc comment tu veux attaquer du vent? Jusqu'à ce que justement cette transposition se mette en place et que les consommateurs prennent conscience en fait de ce qui pèse au-dessus de leur tête. Et depuis qu'ils ont cette information de savoir ce qui pèse au-dessus de leur tête, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus investis. Je sais que sur le Vapexpo, justement, à midi, par exemple, la Tribune du Vapoteur a organisé un rassemblement qui est purement pacifique
pour pouvoir véhiculer un peu l'image un vapoteur, un fumeur. Et on se rend compte que les groupes sont d'autant plus actifs. La Vape du Cœur est née justement du travail de Hichem. Et ces nouvelles communautés qui sont en train d'émerger sont des communautés qui émergent depuis ces nouvelles transpositions. Et donc j'ai tendance à dire que je suis au contraire dans une atmosphère très positive, et je suis surtout très content de voir de l'humain, du nouveau, parce qu'on en a vraiment besoin. De notre côté, nous, on voit que les gens sont au contraire de plus en plus remontés. Autant il y avait beaucoup de passivité au moment, par exemple, de la VI ou autre. De toute façon, la loi, si elle doit passer... Là, les gens commencent à être remontés. Pour illustrer ça, par exemple, nous, on peut le voir au niveau de l'AIDUS, au niveau des adhésions. Hein, du moins, nos adhésions sont autant... On a eu des moments de latence. Jamais elles ont été aussi belles. Et combien d'adhérents aujourd'hui à l'AIDUS? Là, on touche des doigts les 3000. Génial. Mais on voit une courbe qui est vraiment exponentielle, parce qu'on a eu une grosse phase de chute une fois que le Parlement européen c'était fini. Pour les gens, c'était plié, c'était carré, il n'y avait plus besoin de se battre. Donc on a eu une belle phase de chute à ce moment-là. On a cru qu'on aurait beaucoup de difficultés à redresser le navire. Et aujourd'hui, on constate que les gens ont envie de se battre pour le produit. Donc je pense que l'avenir militantiste, on va dire, est un avenir radieux. Julien, moi l'interprétation que j'en ai comme ça, c'est que vous avez beaucoup de fabricants de professionnels qui vous aident en vous donnant du matériel, etc. Est-ce que vous trouvez facilement des bénévoles pour justement aller agir sur le terrain ? Alors, des professionnels qui nous donnent, on en a de plus en plus finalement. Beaucoup se posent la question de savoir s'ils ne sont pas contrevenants. D'ailleurs, en nous donnant, ils nous posent la question. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est une entité associative, donc ils ne prennent pas de risque à nous donner. Et effectivement, on a de plus en plus de gens qui nous donnent, donc ça, c'est très bien. Au niveau moyen humain, là, c'est plus compliqué par contre, effectivement. On est une association de bénévoles. On ne gagne rien à aider la Vape du Cœur. Et c'est vrai que de motiver les gens à nous rejoindre, à nous prêter main forte, là c'est plus compliqué. Le milieu associatif n'a pas forcément le vent en poupe. Tout le monde a sa vie, tout le monde a ses obligations, et de consacrer du temps en plus de sa vie et de ses obligations à une association, c'est pas évident. Donc on avait fait une campagne il n'y a pas très longtemps pour essayer justement de trouver du sang neuf, parce qu'on en a besoin aussi. On a besoin de gens pour nous épauler, et malheureusement elle n'aura pas été au rendez-vous. Donc j'espère effectivement que le temps nous donnera raison, et que finalement les gens vont se remotiver à nous prêter main forte. Pour en revenir en fait à l'engouement par rapport à la cigarette électronique, nous c'est un petit peu compliqué de juger de ça, puisque finalement notre mouvement a été très progressif. C'est-à-dire que forcément aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup plus d'engouement pour la Vape du Cœur, et donc pour le vaporisateur personnel, qu'il n'y en avait quand on a commencé en 2014. Donc c'est difficile de juger. Moi je suis aussi vapoteur, je suis aussi professionnel. Dans le milieu professionnel par contre il y a quand même, je le note, une recrudescence de consommateurs aujourd'hui par rapport à effectivement l'année précédente, qui aura été une année un petit peu difficile au niveau professionnel. Là cette année on note effectivement une recrudescence de consommateurs, et on le voit significativement. Cette année est une année charnière, et on voit effectivement que le vaporisateur personnel reprend sa place telle qu'il l'avait en 2012 ou 2013. L'an dernier, Nathalie, le sommet de la Vape, quand Jack a lancé son crowdfunding, a été financé à hauteur de 10 000 €, je crois. C'était un petit budget pour une opération comme ça, mais en 3 jours, et pendant le week-end de Pâques. Aujourd'hui, pour le prochain sommet de la Vape, c'est imaginable que ce soit financé aussi facilement et aussi vite. J'espère. Bon, super. Il y a une nouvelle génération, je sais pas, moi je discute pas mal avec les exposants, les professionnels. Le discours aujourd'hui est assez positif, c'est-à-dire que ça se passe plutôt pas mal pour les professionnels, notamment des nouveaux vapoteurs qui arrivent, des gens, des primo-accédants. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle génération de consommateurs qui arrivent? On a vécu ces années de bricolage, d'innovation, avec beaucoup d'échanges, de partage, parce que les matériels fonctionnaient plus ou moins bien. Il y avait vraiment du bricolage pour améliorer. Est-ce que là, il n'y a pas on n'arrive pas à un stade d'une certaine maturité, un premier stade de maturité qui fait que les matériels sont beaucoup plus efficaces, fonctionnent mieux, et que finalement c'est une nouvelle génération de vapoteurs qui arrive, et donc peut-être pas forcément le même profil au niveau militant, etc.
En fait, il y a deux éléments qui permettent, de confirmer ça. Le premier pour moi, c'est effectivement toujours l'évolution du matériel par le consommateur, hein, parce que c'est toujours le consommateur qui fait le matériel et pas le professionnel qui fait le matériel. Ça, à mon sens, ça a toujours été ma vision des choses. La deuxième, c'est que depuis que le consommateur sait à peu près à quelle sauce il va être mangé, il sait à peu près ce qu'il a le droit de consommer. Et à un moment, on a eu un battement en fait, où il ne savait pas ce qu'il avait le droit de consommer, il ne savait pas ce qu'il aurait le droit d'acheter. Donc il y en a beaucoup qui se sont mis en recul et qui se sont dit, bon ok, tant qu'à perdre quelque chose, autant que je continue à fumer mes clopes. Et depuis cette transposition, en fait, on constate en début d'année une évolution fulgurante des ventes en magasin. On a une progression qui est égale aujourd'hui à 2013, voire plus intéressante. C'est quand même une donnée qui est très importante à mes yeux. J'ai passé pas mal de temps à discuter avec différents magasins pour comprendre un petit peu quels étaient ces nouveaux consommateurs. Et ces nouveaux consommateurs sont des personnes qui étaient restées sur le bord de la route. Et on en parlait à Vapexpo il y a 2 ans, en disant voilà, on avance dans une direction, on a laissé les autres sur le bord de la route, comment on fait pour les récupérer? Et aujourd'hui, on est en train de les récupérer, ces gens-là. Ces gens-là commencent à arrêter la clope, définitivement, parce que le matériel est efficace, parce qu'ils savent qu'il y a une loi qui encadre tout ça, et donc ils sont dans un système sécurisé. Donc finalement, ça a quand même un impact assez positif sur l'opinion publique, même si c'est négatif toujours dans le sens des associations. Et de toute manière, ça va dans le bon sens. Et ces consommateurs-là, qui sont maintenant contents d'avoir des matériels qui fonctionnent super bien, avec des liquides qui sont carrés, avec des normes, avec des process qui fonctionnent bien, amènent aussi leurs copains fumeurs. Et donc là, on se retrouve vraiment dans une propagande de la part simplement des utilisateurs vers les fumeurs. Et on est reparti dans cette tendance. En tout cas, c'est ma vision des choses et c'est ce que je ressens en ce moment. C'est un point de vue que... Pardon, je t'en prie, à toi l'honneur. C'est un point de vue qui se partage énormément. On voit que déjà tous ceux qui avaient essayé les cigarettes électroniques au démarrage, qui avaient échoué parce que ça coulait, ça marchait, machin, reviennent aujourd'hui que le matériel est devenu performant et encadré. Le fait, pareil, que on sache un peu plus où on met les pieds. Il y avait tous les bruits de couloir qui couraient, que la cigarette électronique allait être interdite, etc. Donc les gens ne voulaient pas se lancer dedans si ça allait être interdit. Étrangement, la promotion et la propagande, comme ils veulent l'interdire, qui avait fait l'industrie du tabac, a énormément servi la vape, parce qu'ils avaient testé celle de l'industrie du tabac et ils disaient que c'est dégueulasse, mais au passage, ils franchissaient le seuil d'une boutique de cigarettes électroniques et là, ils voyaient, waouh, c'est efficace. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a un gros arrivage de nouveaux vapoteurs ou d'anciens vapoteurs qui n'avaient pas réussi à arrêter de fumer et qui s'y remettent maintenant que le matériel a beaucoup évolué, qui sont rassurés par le côté sanitaire aujourd'hui que l'on a atteint dans la vape et qui se retrouvent aussi rassurés parce que c'est assez marrant à constater. Depuis 1 an maintenant, le discours anxiogène des médias s'est beaucoup calmé. Il y a 1 an, c'était toutes les semaines que je devais courir une émission de radio ou une émission de télé pour aller désamorcer la bombe qui était en train d'exploser. Aujourd'hui, ces clichés alarmistes sur la vape sont devenus très très rares dans les médias. Et du coup, les gens sont moins inquiets et se laissent plus facilement tenter. Oui, on constate que les phénomènes de copier-coller sur certains articles alarmistes sont beaucoup moins systématiques. Tout à fait. Aujourd'hui, les médias sont beaucoup plus attentionnés à l'information qu'ils vont diffuser. Je ne dis pas qu'ils sont tous parfaits, hein, on a encore eu des boulettes régulièrement, mais c'est plus autant que l'année dernière. Ça fait 1 heure qu'on discute. Il y a des questions dans le public. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut tourner pour les questions, sinon je vais prêter le mien. Bonjour, Patrick Favrel. Je suis à CEF sur la distribution de matériel de réduction des risques. J'appartiens à la Fédération Addiction et je suis aussi membre de l'EDUS. Et je crois que ce qui peut être intéressant sur le phénomène de la vape aujourd'hui, c'est de sortir du cadre ou plus exactement de l'élargir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le mouvement de la vape traditionnelle qui a émergé peut maintenant véritablement faire appel à toutes les associations médico-sociales qui travaillent dans la réduction des risques, qui, compte tenu de l'évolution du matériel, et ça je pense que c'est vraiment important, et de son efficacité, n'a plus aucun problème en fait à préconiser ce type de matériel. Ça veut dire vraiment une population très importante, hein. On est sur un travail sur l'addiction, et je pense qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de coordination.
Je vais prendre un exemple simple. On s'est posé la question avec Sébastien au niveau de SOVAP de répondre à l'appel à projet qui concernait le mois du tabac. On n'avait pas les forces de le faire. Il y a aujourd'hui une structure qui est à Bourges, si mes souvenirs sont bons, qui, elle, a déposé en fait cet appel à projet et l'ARS lui a donné finalement satisfecit. Donc ça, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel il faut tenir compte. Comment je dirais, la question, c'est de ne pas rester dans un négatif dans lequel on nous met beaucoup et dans lequel on peut se retrancher, et d'être plutôt dans le mouvement. Et le mouvement, c'est quoi? C'est faire avec les institutions autrement. On est d'accord sur le fait que, bon, Vallée, par exemple, il n'a pas été génial sur l'histoire, et franchement, les arrêtés qui sont sortis m'ont foutu les boules. Mais voilà, le meilleur moyen, c'est aussi d'élargir les choses et de faire qu'il n'y ait pas que les vapoteurs professionnels, militants, activistes qui s'emparent du phénomène. Là, Patrick, tu touches à un sujet que j'abordais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est... c'est a priori reconnu comme un produit de sevrage, mais finalement, l'établissement de santé n'y est pour pas grand-chose, voire même pour rien. Et c'est toute la difficulté finalement pour les associations, c'est-à-dire qu'on est hors de tout. Et comment Brice, toi, vous arrivez à avoir votre légitimité justement par rapport à cet établissement de santé? Parce qu'on entend souvent le côté ni tabac ni pharma. C'est un gros risque ça. Et c'est encore, on revient sur l'étude, etc. C'est comment faire que la vape reste la vape, c'est-à-dire quelque chose qui n'est ni du tabac, ni du médicament. Quel est son territoire et comment le préserver, ce territoire? C'est un combat qui est mené depuis le début, ça. Et c'est quelque chose qui, naturellement, a réussi à être reconnu parce que, à force d'explications, à force de partager avec les différentes associations anti-addiction, avec les différents organismes, à force de démontrer et de parler avec notre expérience, notre cœur, on a réussi à bien faire rentrer dans la tête de toutes ces parties-là que si la vape n'était plus aussi autonome et indépendante qu'elle l'est aujourd'hui, ça serait un échec. Et ça renverrait forcément de nombreux non-fumeurs aujourd'hui, vapoteurs, vers le tabac. Et c'est quelque chose qui, à force de discussion, à force de débat, a été assimilé. C'était pas chose facile au début. Aujourd'hui, on pourrait demander au RESPAD, à n'importe quel autre organisme avec qui on a collaboré, aujourd'hui, ils en sont convaincus. Ni médicaments, ni produits du tabac. Et comme ça sera efficace. Moi, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus. C'est un petit peu en fait notre rôle, nous, au sein de la Vape du Cœur, que d'essayer d'apporter le vaporisateur personnel sous une autre forme. C'est-à-dire que on n'a jamais fait dans l'activisme pro-cigarette électronique. Au contraire, on était plutôt dans l'accompagnement du patient, dans l'accompagnement du sevrage, ou en tout cas de la consommation à moindre risque. Et c'est ce qu'on essaye finalement d'apporter au jour le jour, finalement, au paysage de la vape, c'est-à-dire apporter une solution aux médecins sans pour autant en faire la promotion. C'est-à-dire qu'on ne propose pas ça comme produit miracle, on propose ça comme une alternative. Et c'est là-dessus qu'on œuvre auprès d'associations, parce qu'on a aussi travaillé avec des associations, même si aujourd'hui on travaille plus avec le corps médical en règle générale, et c'est sur cette ligne de bataille finalement qu'on a l'intention de rester sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas que le vaporisateur personnel dans la lutte contre le tabagisme soit considéré comme le seul moyen utile et efficace. Il est parfois aussi efficace lorsqu'il est accompagné d'autres moyens de substitution. On sait que la limitation du taux de nicotine dans les liquides parfois est un problème pour certains utilisateurs, pour des très gros fumeurs. Nécessite l'apport de substituts nicotiniques complémentaires. Classique, que ce soit de la gomme ou du patch, peu importe, mais effectivement, on a besoin effectivement d'une alternative en plus de la cigarette électronique, et c'est là-dessus qu'on œuvre. On a d'ailleurs, nous, à une époque, essayé de contacter des labos pharmaceutiques pour obtenir des alternatives de substitution. Bien évidemment, on a été botté en touche, puisque
que c'est pas du tout l'optique de la pharmacologie que d'offrir du matériel. Bien au contraire, il faut des budgets pour ça. Donc on aspire effectivement que notre action, au fur et à mesure du temps, finisse par les faire changer d'avis et qu'ils nous donnent effectivement des moyens d'aller encore plus loin et à travers leurs outils à eux, finalement d'avoir de vraies armes contre la lutte dans le tabagisme en France. Clairement. Alors justement, c'est très bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, la vape n'est pas un produit unique, c'est pas la seule solution, c'est une des solutions, mais qui aujourd'hui semble présenter des résultats exceptionnels. C'est les résultats les plus probants. Ces résultats sont reconnus dans certains pays, notamment en Angleterre. Va avoir lieu en France au début du mois de novembre le mois sans tabac, qui est une opération qui était modélisée sur l'exemple du Stoptober en Angleterre. On a eu pour l'information des dispositifs, des contenus de l'opération, c'est-à-dire les kits qui vont être donnés aux fumeurs, etc. On l'a eu pour la France, pour le mois sans tabac, et puis on le découvre en ce moment puisque le Stoptober va démarrer en Grande-Bretagne là le 1er octobre. Il y a une énorme différence entre le discours en Angleterre et la place que peut prendre la cigarette électronique dans le Stoptober et avec le mois sans tabac. Nathalie, quelle est ton analyse par rapport à ça, puisque tu as creusé le sujet? Alors, donc en Angleterre, au Royaume-Uni, la vape fait partie intégrante de la lutte contre le tabagisme. La réduction des risques est totalement reconnue et poussée. On a vu circuler des photos prises dans les rues de Leicester, où on a quand même l'un des services d'arrêt du tabac les plus e-cig friendly, des affiches dans la rue qui disent c'est le temps de prendre l'alternative avec des photos de vape, donc en pleine propagande pour le vaporisateur. Donc ça, c'est la position anglaise. Sur le site de l'agence de santé, ils invitent aussi à la réduction des risques. Sur le site du Stoptober, de cette action de mois sans tabac anglaise, on voit plusieurs témoignages de la réussite du sevrage suite au mois de sans tabac de l'an dernier. Et en très bonne place figure un nouveau vapoteur qui vapote depuis 1 an et qui explique qu'il a choisi de réduire ses risques parce que pour lui, arrêter de fumer, c'était un effort insurmontable. Et donc, avec ce substitut, il y est arrivé. Donc ça, c'est la position anglaise. Après, on a la position, on a les outils français qu'on a pu voir. Je ne sais pas si je dois rester politiquement correct. Donc, en gros, on a Pollux, le manège enchanté. C'est un peu l'axe de communication où on infantilise quand même beaucoup le public à qui on s'adresse. Alors, je ne sais pas trop si c'est le fumeur ou les accompagnants du fumeur. Bien sûr, on ne parle pas de cigarette électronique, un tout petit peu en disant, dans le même paragraphe, on retrouve les mots cancer, maladies graves, etc. Et que peut-être, si on arrête complètement de fumer, on les évitera, à condition de vapoter sans plus jamais fumer. On ne dit pas du tout la même chose, d'ailleurs, dans les autres paragraphes où on parle des substituts nicotiniques pharmaceutiques. Voilà, donc ça, c'est le mois sans tabac lancé par les autorités. Alors, qu'est-ce qu'on constate après quand même sur le terrain? C'est que sur le terrain, les médecins et les associations locales vont intégrer le vaporisateur. Alors, ils font ça un peu en douce quand même. Ils font ça en douce et donc c'est comme ça que ça va être intégré dans le mois sans tabac. Alors, j'aurais quand même dire une chose, c'est que en Angleterre, où on pousse la vape, ils ont le taux de tabagisme le plus bas qu'ils n'ont jamais obtenu. Ils sont à moins de 17%. Alors, est-ce qu'ils vont rattraper la Suède, qui elle est à 11%, grâce à d'autres substituts issus du consommateur? On va voir. Mais en tout cas, quoi que donne l'étude sur le Champix et la cigarette électronique, on pourra montrer que dans la vie réelle, là où on fait la propagande du vapotage et qu'on incite les fumeurs à passer à cette alternative, le tabac chute. Et c'est le seul pays au monde d'ailleurs où c'est tellement mis en avant. On en revient toujours au même problème, s'adresser aux consommateurs. Brice, une question toute simple. Est-ce que dans le cadre du mois sans tabac, vous avez été consulté? Comme disait Nathalie tout à l'heure, ce qui est assez marrant, c'est que la vape a été mise un peu à l'écart de tout le protocole ministériel et sanitaire.
mais étrangement, ce sont les acteurs, ce sont les médecins, les hôpitaux qui nous contactent pour nous dire mais comment on peut recentrer, nous également, un peu le débat sur la vape, parce qu'on n'a pas les outils, on ne nous met pas à disposition, on nous met le joli manège enchanté de Pollux à disposition, mais on ne nous met pas à disposition de moyens de parler de la vape à ceux qui voudraient en parler avec nous. Et étrangement, ouais, cette absence de la vape est très mal vécue par le corps médical dans le cas actuel. Non, on va voir de notre côté quelles actions peuvent être menées là-dedans. C'est vrai que là-dessus, on parlait tout à l'heure des inconnus politiques. On est aussi là-dedans dans l'inconnu de ce que c'est. Pour moi, par exemple, je ne sais pas quelle est pour vous la vision que vous en avez, mais la journée sans tabac, j'ai jamais connu quelqu'un qui était gros fumeur et qui se disait « Merde, c'est la journée sans tabac, je vais arrêter de fumer ». Non, j'ai jamais connu personne se dire ça. Et ce mois sans tabac, au début, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, mais à quoi ça va servir, hormis financer des beaux flyers qui vont faire de la pub à Pfizer et consorts, à quoi ça va bien servir ce mois sans tabac, cette idée de génie qu'ils ont eue, que tout le monde acclame. Je me suis posé la question et du coup, pareil là-dedans, j'ai du mal à trouver quelle place on pourrait jouer là-dedans, sachant que j'ai du mal à voir des gens se dire, ah bah oui, si l'État dit qu'aujourd'hui c'est la journée sans tabac, je vais arrêter de fumer. Mais c'est la question de la politique globale, c'est qu'en Angleterre, 17% de fumeurs, en France, 34%, mais en Angleterre, c'est plusieurs dispositifs. On joue sur les prix du tabac, évidemment, des phénomènes qui sont connus, qui ont vraiment infléchir les prix du tabac, infléchissent le taux de tabagisme. En Angleterre, il n'y a pas d'enseigne de bureau de tabac. En Angleterre, les paquets de cigarettes sont cachés dans des placards. Il y a le Stoptober, il y a des smoking, des centres d'arrêt, etc. Donc c'est une politique vraiment globale qui amène des résultats et le Stoptober en fait partie. Michael, très concrètement, quand vous êtes dans les discussions, etc., est-ce que tu as l'impression que les autorités sont en fait dans une situation à devoir gérer un problème, comment on fait pour gérer ce problème, ou est-ce que tu ressens une vraie volonté de dire on va faire baisser le taux de tabagisme en France, qui est juste aujourd'hui par rapport à tous les pays européens, ahurissant pour un pays comme la France? Joker. T'as pas le droit au joker. Non. Ce que je pourrais dire vis-à-vis de ça, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on a un échange qui est bon, qui est sain, qui est un échange de confiance. Donc on est aujourd'hui dans une avancée sur la réduction des risques, et ça c'est bien entendu au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, sur le corps médical, sur les choses qui sont organisées, on a plus tendance en fait à travailler un petit peu en sous-marin, c'est-à-dire quand on a des chercheurs ou des cliniciens qui veulent mener des études et qu'on a ces mises en relation et qu'on est prêt à faire quelque chose pour eux, on y va, on le fait parce qu'on sait que c'est pour la réduction des risques et c'est aussi pour démontrer que la cigarette électronique est un formidable outil parmi tant d'autres pour arrêter de fumer. Mais quand on le fait, très bizarrement, on a l'impression d'être un peu sale, quoi. De ne pas faire les choses, de faire les choses en étant hors la loi. C'est toujours un peu compliqué d'avoir le cul entre deux chaises. Donc je dirais qu'au niveau du ministère, avec les échanges qu'on a, ça prendra un petit peu de temps que tout ça se mette en place, mais qu'il y a quand même aujourd'hui une volonté sérieuse d'énormément de personnes dans le corps médical de faire avancer les choses sur la vape, même si on a un cadre qui est un peu branlant, hein, j'ai envie de dire, et qui ne permet pas totalement de définir est-ce qu'on fait de la propagande, est-ce qu'on n'en fait pas, le serment d'Hippocrate, enfin, tous ces éléments qui sont super durs en fait à mêler ensemble. Enfin, je pense Alors, que... sur le serment d'Hippocrate, et au-delà du serment d'Hippocrate, il y a pour certains médecins, il faut quand même savoir qu'au-delà de l'interdiction de propagande, ils vont contre l'avis de la haute autorité de santé en promouvant le vapotage auprès de leurs patients. Donc c'est quand même une situation, encore une fois, totalement ubuesque. L'HAS. Ça fait... Moi, je voudrais juste revenir là-dessus parce que du coup, on n'a pas été sollicité par rapport au mois sans tabac, mais je voudrais quand même signaler effectivement que du côté des médecins, effectivement, ça bouge beaucoup. Nous, d'ailleurs, on a été sollicité à plusieurs endroits
pour intervenir durant ce mois sans tabac. Il est quand même important de souligner que ça va être la première opération mois sans tabac en France. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ça existe depuis un petit moment. La lutte contre le tabagisme en Angleterre est active depuis maintenant 5 ans, très active depuis 5 ans. Ils ont aussi d'autres problématiques, enfin nous on a d'autres problématiques aussi par rapport à l'Angleterre, parce qu'avec la partie limitrophe des pays européens, finalement trouver du tabac en France, c'est pas si compliqué que ça. En Angleterre, ils sont quand même insulaires, voilà, pour tout ce qui est marché noir, c'est certainement plus compliqué. Donc ils ont aussi de l'aide. Nous, cette année, ça va être la première année du mois sans tabac, donc que la cigarette électronique, qui reste encore un ovni sur le marché, soit pas trop pris en compte, c'est finalement pas tant un problème, parce que malgré ça, les médecins ont décidé, eux, à titre individuel, de quand même en faire usage et de quand même essayer de voir ce que ça peut donner. Donc c'est plutôt une bonne chose, et je pense qu'il est important de le souligner. Les choses vont avancer certainement, et peut-être que dans les futurs mois sans tabac, on aura peut-être une place beaucoup plus importante. Il est important de le souligner. Voilà. Il n'y a pas que, on ne s'arrête pas de fumer qu'avec le médecin. Si le vapotage faisait partie de la communication sur le mois sans tabac, on peut espérer que beaucoup de gens l'essaieraient en dehors d'un rapport médical. Qui ici a essayé le vapotage suite au conseil de son médecin? En tout cas, moi, c'est pas le cas. C'est là où c'est toute la problématique de cette journée sans tabac, de ce mois sans tabac. C'est que là-dessus encore, elle est créée dans une vision médicale. Ouais. Elle est créée pharmaceutique. Voilà, c'est les campagnes à fond qu'il va y avoir pour tous les substituts. Et le vapotage est toujours le petit troll qui est au milieu, parce qu'il ne rentre pas dans ces cordes-là. Donc ils ne savent pas où le caser, comment le mettre, comment... c'est un produit, comme tu dis, on ne va pas aller voir son médecin pour parler du vapotage. Alors, de plus en plus, si, parce que la personne veut être rassurée. Le médecin est quand même le garant de la sécurité sanitaire. Mais c'est vrai que la personne va d'abord aller voir son médecin pour un patch, pas pour parler de la cigarette électronique dans un premier temps. Dans le deuxième temps, oui, quand toutes les autres méthodes ont été un échec. Et du coup, ça change des protocoles habituels où c'est la journée sans tabac, allez voir votre médecin pour qu'il vous prescrive des patchs, etc. Ça change du protocole, c'est un protocole dont ils n'ont pas l'habitude et qu'ils ne savent pas comment gérer aujourd'hui. Mais c'est là que toute la problématique de la communication est importante, parce que finalement on est beaucoup à avoir vécu ça, c'est-à-dire qu'on est tombé sur la proposition cigarette électronique par une émission de télé, par un ami, etc. On a essayé, et c'est souvent après qu'on s'est un petit peu inquiété de ce que l'on faisait. Alors que la personne qui va voir son médecin, en général, il va avec en mode recherche, c'est-à-dire aidez-moi à arrêter de fumer, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les vapoteurs. C'est pas toujours le cas, Sébastien. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont pour une consultation quelconque et qui finalement vont être amenés à écouter le médecin, parce que le médecin va leur dire il est temps pour vous peut-être vous fumez, voilà, il est peut-être pour vous le temps d'arrêter de fumer, et finalement que le médecin, je pense, a quand même un rôle clé dans l'utilisation du vaporisateur personnel, et surtout dans la confiance que l'utilisateur peut en avoir. Nous, qu'on soit professionnel ou qu'on soit utilisateur, on est convaincus parce que ça nous a aidés, mais le problème, c'est que par rapport au grand public, notre discours n'a pas forcément d'impact, parce que oui, d'accord, ça a marché avec toi, mais qu'est-ce qui dit que ça marchera avec moi? Le médecin a quand même cette force que de dire écoutez, il y a une alternative qui existe et qui pourrait vous aider à arrêter de fumer, vous devriez peut-être essayer, et finalement, ne serait-ce que d'apporter cette information à travers le milieu médical, ça reste une bonne chose. Voilà, il faut pas non plus le dénigrer. Je pense qu'il y a non, c'est pas une question de dénigrer, je dénigre pas du tout. C'est une question de canal. Non, fait. Mais c'est vrai que tous les appels d'offres, les appels à projets, etc., sont allés dans les canaux des services de santé. Et je posais la question à Brice, connaissant à peu près la réponse, c'est que clairement, à un moment, on est allé voir l'EDUS, association de consommateurs, 3000 adhérents, pour leur dire voilà, on va faire le mois sans tabac. On a compris qu'il fallait parler de la vape, parce qu'ils ont compris qu'il fallait parler de la vape, ils en parlent, mais à aucun moment on est allé voir l'association des consommateurs pour leur dire qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intelligent dans le cadre de ce mois sans tabac. Pas du ministère en direct, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'est les voies détournées après qui sont venus nous voir, mais le ministère directement, vu que ça sort des protocoles classiques, ils ne savent pas comment gérer ce cas-là.
C'est ça. Par contre, nous, certains médecins se sont mobilisés et ils ont obtenu des budgets pour qu'on puisse intervenir justement dans le mois sans tabac. Donc, on n'a pas non plus été complètement laissé pour compte, puisque ça reste quand même des sommités au niveau médical qui ont fait la démarche de nous réserver un budget spécifiquement pour ça. Donc, clairement, les choses avancent, même si elles sont pas, même si on les espérait mieux. Clairement, le message du vaporisateur personnel dans la réduction du risque est passé et il fait son petit bonhomme de chemin. C'est effectivement certainement plus difficile pour lui que d'autres substituts nicotiniques, mais en attendant, les choses avancent et moi je le vois plutôt positivement, même si pour le moment on a une toute petite place. Voilà, c'est déjà une grande place, on est parti de rien finalement, donc il faut voir le côté positif. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans le public vis-à-vis des associations? Il y a beaucoup de questions. Une question, est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de la question? L'objet était justement de définir le rôle des associations, de faire un petit peu l'état des lieux. Est-ce que pour vous, on a fait à peu près le tour de tous les sujets? Je pense qu'on n'aura jamais fait le tour de tous les sujets. C'est beaucoup trop long. Alors oui, bien sûr, sur la conférence, évidemment. Moi, je pourrais terminer sur un message, en fait, de mon côté. En disant que voilà, nous tous réunis ici, association, je pense qu'on peut déjà au moins se féliciter avec toutes les personnes qui œuvrent pour la vape, d'avoir peut-être sauvé des milliers de vies, voire des millions de vies. Se féliciter de travailler à en sauver encore des millions à travers la cigarette électronique ou d'autres dispositifs. Hein, toute recherche est importante. Donc moi j'aurais envie de garder ce message d'espoir. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à faire les choses. Le message aussi que j'aurais envie de faire passer, c'est si vous êtes professionnel, que vous n'êtes pas dans une association et que vous voulez rejoindre un groupe actif, la FIVAP a toujours besoin d'adhérents, on a besoin d'argent, hein, on n'est pas malheureusement riche. Et pour mener nos actions et avancer, on a vraiment besoin de vous. Donc j'ai envie de dire, rejoignez la FIVAP si vous êtes professionnel, c'est très important pour nous. Brice, conclusion? Elle était très bien. Comment passer après cette conclusion? Hormis rejoindre les DUS Upgrader. après pour les consommateurs au niveau de la conclusion finale. Mais oui, le combat continue. On a toujours besoin d'aller de l'avant. Il y a eu des avancées. Du moins, il faut se rappeler quand même que 4 ans en arrière, on devait devenir un médicament et subir 3 arômes et 2 dosages nicotiniques. Les choses avancent, les choses continuent, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer de vouloir aider ceux qui n'arrivent pas encore à arrêter de fumer. Et donc, continuons le combat. Pour moi, la conclusion, elle sera déjà pour tous les professionnels qui nous accompagnent et qui nous donnent les moyens d'agir, parce que sans eux, honnêtement, on aurait bien du mal à exister et surtout bien du mal à agir. Donc, ma conclusion sera pour eux, les remercier, parce que c'est très important, que ce soit les professionnels du secteur ou que ce soit des particuliers, puisque les particuliers nous aident aussi. Et le dernier message, c'est effectivement, nous tout particulièrement, on a vraiment besoin de gens qui rejoignent le mouvement. On a vraiment besoin que du 109 nous rejoigne pour porter notre action encore plus loin. Et ça, on peut le faire qu'à travers la volonté de chacun. Donc j'espère effectivement que des gens se motiveront à nous rejoindre et à nous aider dans nos actions pour, entre autres, le mois sans tabac qui va arriver très rapidement. Et puis bien évidemment, toutes les actions qu'on compte entreprendre dans les mois et les années à venir. Donc donc moi j'invite aussi tous les professionnels à adhérer à la FIVAP, les consommateurs à l'EDUS et les bénévoles à aider la vape du cœur pour continuer leur action d'aider les gens à s'équiper en cigarette électronique pour arrêter de fumer. Nous, notre action elle est un peu différente, donc je ne vais pas vous appeler tous à adhérer à SOVAP. Par contre, je vais vous appeler tous à bien vouloir participer à nos financements qu'on va bientôt lancer, les campagnes de dons, pour qu'on puisse à nouveau organiser ce sommet qui est quand même l'occasion de faire discuter des très anti-vape comme le droit des non-fumeurs avec des très pro-vape comme l'EDUS ou d'autres médecins, et d'avoir cette discussion sur la place publique organisée par des vapoteurs. Et ça, c'est ce que propose notre association, en fait, de porter ça sur la place publique. Voilà.
Le dialogue. Le dialogue. C'est ce qui s'est passé sur le sommet de la VAP. Alors moi, je voudrais vous remercier, tous les quatre. Je pense que c'était important justement que l'on voit que tous les gens qui sont dans la VAP travaillent ensemble, se connaissent parfaitement. Pour conclure, je tiens à dire à tout le monde que tous les quatre autour de la table, vous êtes aussi des fous, vraiment des fous, parce que vous passez un temps de dingue. Alors parfois c'est votre travail, parfois ça ne l'est pas, mais en tout cas vous passez un temps de dingue pour la VAP, pour, comme tu le disais Michael, pour une cause qui est toute simple, c'est sauver des vies. Et je pense que je peux me permettre, au nom de tous les professionnels, au nom de tous les vapoteurs et au nom de toute la population, de vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout le temps que vous passez pour la VAP et pour les gens, quoi. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci à toi. Sans le soutien, justement, comme tu viens de le faire, sans le soutien, c'est dur de continuer. Et ce genre de soutien, ça nous aide tous les quatre à aller de l'avant et à vouloir faire encore plus de choses. Tout à fait. Merci à tous.